Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à un processus industriel absolument fondamental. On va voir comment on passe d'une simple roche, d'un caillou, aux matériaux qui construisent littéralement notre monde. C'est un véritable voyage, du minerai de fer jusqu'au cœur de la sidérurgie. Allez, on commence avec un chiffre qui peut paraître petit, mais qui est en fait énorme. 5%. C'est la part de fer qu'on trouve dans l'écorce terrestre. Ça veut dire qu'il y en a quasiment partout sous nos pieds. C'est une ressource incroyablement abondante. Le problème, c'est que ce fer, il n'est pas là tout seul à attendre qu'on le ramasse. Pas du tout. Il est chimiquement prisonnier dans le minerai et il est mélangé à toute une roche inutile qu'on appelle la gangue. Alors la grande question, c'est comment on fait pour l'en sortir? Eh bien, la solution, c'est tout un ensemble de techniques industrielles, à la fois complexes et fascinantes. Allez, on plonge ensemble au cœur de cette transformation incroyable. Et tout ce processus, ça porte un nom, la sidérurgie. Pour faire simple, c'est la métallurgie du fer. Ça couvre absolument toutes les étapes pour passer du minerai brut au fer industriel, puis à la fonte et enfin à l'acier. Pour bien comprendre, le plus simple, c'est de voir ça comme une sorte de recette de cuisine. Bon, une recette de cuisine industrielle à une échelle complètement folle, mais une recette quand même avec des principes chimiques très précis pour transformer cette roche en métal pur. Et cette fameuse recette, elle repose sur 3 grandes étapes. D'abord, il faut libérer le fer de l'oxygène, ça s'appelle la réduction. Ensuite, il faut séparer le fer maintenant pur en le faisant fondre. Et enfin, bien sûr, il faut éliminer la gangue, toute cette roche dont on ne veut pas. Et comme dans toute bonne recette, il nous faut des ingrédients. On en a 3 principaux qu'on va charger dans le four. Le minerai, évidemment, pour le fer, le coke, qui est une forme de carbone quasi pure, et ce qu'on appelle le fondant, c'est souvent de la chaux, et son rôle, ça va être de nettoyer le mélange. Alors là, le vrai coup de génie du processus, c'est le rôle du coke. Ce truc est incroyable, parce qu'il a une double fonction. D'un côté, c'est le combustible, c'est lui qui va créer la chaleur monstrueuse dont on a besoin, mais c'est aussi l'agent chimique, le réducteur. C'est lui qui va aller littéralement arracher les atomes d'oxygène au minerai pour libérer le fer. À la fois combustible et réducteur, c'est vraiment malin. Ok, on a notre recette, on a nos ingrédients, il est temps de tout mettre au four. Et attention, pas n'importe quel four. C'est parti pour un voyage au cœur de l'acteur principal de cette histoire, le haut fourneau. Et quand on parle de haut fourneau, il faut imaginer un véritable monstre. Une structure immense qui peut faire jusqu'à 40 mètres de haut. C'est l'équivalent d'un immeuble de plus de 10 étages. Et ce réacteur industriel, il ne s'arrête jamais. Il tourne 24 heures sur 24. À l'intérieur, c'est un balai incessant, un double mouvement. Imaginez, les matières solides, la charge, descendent tout doucement depuis le sommet. Pendant ce temps, un souffle surpuissant de gaz surchauffé remonte depuis la base. C'est la rencontre explosive de ces 2 flux qui va tout déclencher. Le voyage commence tout en haut. Dans cette première zone, la température est déjà bien chaude, entre 300 et 350 degrés. L'objectif ici est assez simple, la dessiccation. En gros, on fait sécher les matériaux, on évapore toute l'eau qu'ils contiennent. En continuant de descendre, la charge entre dans la zone de réduction. Là, c'est le cœur chimique du réacteur. La température grimpe entre 350 et 750 degrés. Et c'est là que le monoxyde de carbone des gaz chauds rencontre le minerai et commence à lui voler son oxygène. Le fer est enfin en train d'être libéré. Et on arrive tout en bas. C'est l'apothéose, le clou du spectacle. Dans la zone de combustion, les températures deviennent extrêmes, jusqu'à 1800 degrés. Le coke brûle intensément. Et cette chaleur colossale fait fondre le fer, qui est maintenant purifié, et il devient liquide. Bon, après ce voyage intense au milieu du feu et des réactions chimiques, qu'est-ce qu'on récupère à la sortie? Eh bien, le résultat est un peu plus complexe qu'on pourrait le penser. En fait, on n'obtient pas un, mais bien 3 produits différents. D'abord, le métal liquide, qu'on appelle la fonte. Ensuite, un déchet, liquide lui aussi, le laitier. Et enfin, les gaz d'échappement, qu'on nomme le gaz de gueulard. Le produit noble, le trésor qu'on vient chercher, c'est bien sûr la fonte. C'est du fer liquide, mais encore saturé en carbone. C'est le résultat direct du haut fourneau et c'est la matière première qui, dans plus de 90% des cas, va servir à fabriquer l'acier. D'ailleurs, il n'y a pas qu'un seul type de fonte, on en distingue principalement 2, les fontes de moulage, qui sont riches en silicium et qui vont servir à couler des pièces, et les fontes d'affinage, riches en manganèse, qui sont destinées à devenir de l'acier. On peut même les différencier à leur couleur quand on les casse, grises ou blanches. Mais ce qui est vraiment remarquable dans ce processus, c'est que rien n'est perdu, rien n'est gaspillé.
Le laitier, ce déchet qui vient de la gangue, est récupéré et transformé en briques, en ciment ou même en isolant. Et le gaz de gueulard, on le capte et on le réutilise comme combustible. Tout est valorisé. D'ailleurs, si on regarde la composition de ce gaz, on comprend tout de suite pourquoi. Alors oui, c'est majoritairement de l'azote, mais il contient encore environ 27% de monoxyde de carbone. Et ça, c'est un gaz combustible. C'est cette part qui est récupérée pour alimenter d'autres installations. Ça permet d'optimiser le rendement énergétique de toute l'usine. Voilà, le voyage est terminé. On est parti d'une roche brute et grâce à un processus parfaitement maîtrisé, on obtient non pas un, mais 3 produits utiles. Un métal fondamental, un matériau de construction et un combustible. C'est cette transformation intégrale qui est vraiment impressionnante. Et ça amène à se poser une question. Quelle autre matière première cache une telle efficacité industrielle ?